Depuis des centaines d'années, toutes les forêts de France sont exploitées par les bûcherons qui en coupent régulièrement les arbres. Résultat, hormis quelques spécimens protégés, les très vieux arbres sont rarissimes. Pourtant, il existe des endroits où l'homme n'a jamais mis le pied. C'est dans ces endroits inaccessibles que vivent les plus vieux arbres de notre pays. Regardez. Si vous voulez approcher les plus vieux arbres de France, il ne faut pas avoir le vertige. Car rien ne sert d'explorer les forêts les plus reculées. Ces véritables fossiles vivants du monde végétal vivent très loin des hommes, perchés au milieu de ces parois inaccessibles. Dans les massifs forestiers dans lesquels on a l'habitude de se promener, les arbres les plus âgés, qu'il s'agisse de feuillus ou de résineux, ne dépassent pas 350 années. En paroisse, c'est ce que nous serons après avoir carotté quelques spécimens. Car la découverte est toute récente. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est intéressé à ces petits arbres rabougris qui poussent entre ciel et terre. Seule solution pour les atteindre, l'escalade. Un guide de haute montagne est nécessaire pour encadrer les scientifiques. Au bout de sa corde, un jeune ingénieur agronome chargé de prélever les meilleurs échantillons. La montée commence par une déception. Ça fait 60 mètres donc qu'on est sur la falaise. On ne trouve aucun arbre pour la simple raison, c'est que le grimpeur, lorsqu'il a ouvert la voie, a arraché les arbres qui le dérangeaient, donc en particulier les genévriers qui nous intéressent. Ah ouais. La cordée finit par atteindre un véritable jardin suspendu à plus de 100 mètres au-dessus du vide. Mais sur le sol terreux de cette plateforme, les arbres poussent un peu dans les mêmes conditions qu'en forêt, ils ne sont donc pas beaucoup plus vieux. Il faut aller encore plus loin, dans les recoins les plus abrupts et isolés de la falaise, là où les conditions de vie sont si extrêmes que les arbres poussent au ralenti. Et cette fois, c'est gagné. À chaque longueur de corde, les découvertes se multiplient, au prix parfois de quelques acrobaties. Ce genévrier a l'air assez intéressant, puisque le tronc est important, et en plus il est très torsadé, très torturé, ce qui est signe quand même d'un âge très ancien. Un véritable miracle de la nature. Cet arbre a survécu en dépit d'un environnement très rigoureux. Il y a différents handicaps. D'abord le sol, puisqu'il est quasi inexistant. Donc en fait l'arbre est obligé, avec ses racines, d'aller puiser très loin dans le rocher les sels minéraux dont il a besoin pour croître. Mais aussi au niveau de l'eau, puisque en fait on est dans un milieu vertical, donc l'eau ruisselle, et l'arbre ne dispose pas donc de l'eau suffisante pour grandir en bonne santé, je dirais. Et enfin, la température, puisqu'ici il peut faire très froid avec le vent, mais aussi avec l'orientation, il peut même geler. C'est normalement à la base et au centre du tronc que l'on peut prélever les échantillons les plus anciens. Mais ce bois-là est trop dur pour en extraire le moindre morceau. Seule solution, en détacher une partie et la descendre délicatement. De retour sur Terre, les échantillons sont envoyés dans un laboratoire spécialisé à Marseille. Là, le bois y est découpé en tranches, puis poli soigneusement pour être examiné. Ce qui intéresse les scientifiques, ce sont les cernes. Car les genévriers, comme la plupart des arbres, poussent chaque année en fabriquant un nouvel anneau. La partie sombre correspond au bois serré de l'hiver, la partie claire au bois d'été. Il suffit donc de compter le nombre d'anneaux pour connaître l'âge de l'arbre. Ils sont ici si fins qu'une loupe binoculaire est nécessaire. Le dénombrement des anneaux de croissance nous donne un âge de l'ordre de 400 ans pour cet échantillon, mais pour d'autres échantillons, tels celui-ci, 1200 cernes ont été dénombrées. Incroyable! Ce genévrier, pourtant minuscule, a vécu 10 fois plus longtemps que ses congénères au niveau du sol. Les anneaux sont en plus une mine de renseignements sur le passé. L'application directe est de pouvoir dater des vieux vestiges de bois dans des contextes archéologiques. Et la deuxième application consiste à utiliser l'enregistrement des conditions environnementales et climatiques passées dans l'épaisseur des cernes, dans la densité du bois, pour pouvoir contribuer à reconstituer certains éléments environnementaux et climatiques passés. Et la recherche dans ce domaine ne fait que commencer. Il existe certainement sur nos falaises des arbres dépassant largement le millier d'années.
grimpeurs, attention, le petit arbre que vous vous apprêtez à arracher pour vous frayer un passage est peut-être un de ces trésors vivants. N'abîmez pas ces merveilles de la nature. Et sachez également que cette technique de datation, grâce aux anneaux de croissance des arbres, porte un nom, la dendrochronologie. En Australie comme en Amazonie, la forêt vierge recule, se morcelle, grignotée par les agriculteurs qui la transforment en pâturage. Pour la préserver, et surtout pour sauver les animaux qui y survivent, les biologistes australiens ont une idée ingénieuse. Ce n'est pas la Normandie, mais le nord-est de l'Australie. À la place de ces pâturages, il y avait encore, il y a quelques dizaines d'années, une forêt tropicale humide avec sa faune riche de milliers d'espèces animales. De cette vaste forêt, il ne reste plus maintenant que des parcelles isolées au milieu d'une mer de prairies. Les animaux de la forêt qui y survivent y sont comme des naufragés sur une île, ce qui pose un problème très grave. C'est ce qu'étudie ce biologiste, David Westcott. Il enregistre ici le chant d'un oiseau très rare, uniquement forestier, le bowerbird. Le biologiste a effectué des enregistrements similaires dans toutes les parties de la forêt. En comparant ces enregistrements, il a découvert un phénomène inquiétant. D'un massif à l'autre, ces chants sont différents. Et cette différence s'entend clairement. C'est la preuve que cette population d'oiseaux a commencé à changer. Même si elle ressemble exactement aux oiseaux qui peuplent d'autres endroits de la forêt, celle-ci a évolué génétiquement parce qu'elle est totalement isolée. Pour l'instant, ces oiseaux ne forment pas encore une nouvelle espèce, mais ils vont bientôt en devenir une. Ce phénomène existe parce que chaque population vit dans un morceau de forêt qui est isolé de tous les autres. Donc, dans la région, les champs sont en train d'évoluer, au point que des oiseaux de la même espèce, mais issus de différents massifs, ne se reconnaissent plus entre eux. Ce phénomène ne concerne pas que le bowerbird. Il est commun à toutes les espèces animales isolées dans ces massifs. Car la plupart de ces animaux ne vivent que dans les arbres et ne peuvent pas traverser les pâturages pour rejoindre les autres parties de la forêt. Seuls quelques mammifères ou des oiseaux comme ce perroquet rouge y parviennent. Eux ne sont donc pas menacés, mais pour tous les autres, le morcellement de la forêt peut conduire à l'extinction. Quand une parcelle de forêt a été isolée depuis des années, la variabilité génétique de la faune et de la flore diminue. Les espèces commencent à s'éteindre. Et quand elles ont disparu, si la parcelle est toujours isolée, il n'y a aucune possibilité pour que d'autres animaux, d'autres oiseaux viennent la recoloniser. C'est pour cela que les couloirs forestiers sont importants. Ils offrent aux animaux un chemin naturel pour aller recoloniser la parcelle, là où les espèces avaient disparu. Voilà l'idée géniale des scientifiques australiens. Planter des couloirs de forêt entre les massifs pour permettre aux animaux de circuler de l'un à l'autre. Dans quelques années, ces plantes, mises en terre par des bénévoles, seront devenues des arbres de plusieurs mètres de haut. Oiseaux, reptiles et kangourous arboricoles pourront s'y déplacer. Les couloirs préservent donc l'habitat des animaux en empiétant à peine sur les pâturages. Ici, on a trouvé le bon compromis entre l'agriculture et la protection de l'environnement. Voici le plus ancien de ces couloirs forestiers. Il a été planté il y a 5 ans à peine. Mais c'est déjà un vrai morceau de forêt, une véritable digue verte au milieu des pâturages. Les rangers vérifient que les animaux y circulent effectivement en installant des pièges et en effectuant des comptages. Les premiers couloirs ont été un succès et le gouvernement envisage d'en planter plusieurs kilomètres chaque année. Grâce à eux, dans quelques années, les animaux pourront réoccuper la totalité de cette forêt morcelée. Et voilà comment on arrive à concilier la protection du milieu naturel et les intérêts des éleveurs. Lors des tempêtes, des millions d'arbres tombent. Est-ce parce que les tempêtes sont de plus en plus fortes ou parce qu'une partie de nos forêts est constituée d'arbres trop vieux ou d'espèces trop fragiles? Pour le comprendre, l'équipe de EGLM6 a visité un endroit surveillé de près par les forestiers depuis plus de 300 ans, le domaine de Versailles.
Les 2 tempêtes de décembre ont dépassé par leur force et leur ampleur toutes celles dont les météorologues se souviennent. Mais peut-on pour autant parler de catastrophe écologique? Nous sommes dans la forêt de Meudon, au sud de Paris. Michel Béal et Gilles Boncory sont forestiers à l'Office national des forêts. Depuis la tempête du 26 décembre, ils arpentent sans cesse les 1000 hectares de bois. Objectif, évaluer les dégâts et faire les comptes. Si on comptait vraiment comme ça rapidement, 2 à 3 arbres pour faire 1 mètre cube, s'il y a 7000 mètres cubes, eh ben ça veut dire qu'il y a 20 000 arbres par terre pour la forêt de Meudon. C'est beaucoup. 20 000 arbres abattus, au total 10% de la forêt est à terre. 10 fois plus que lors de la dernière tempête de février 90 qui n'avait abattu que 2000 arbres. Mais en décembre, les vents ont été si violents qu'en certains endroits de la forêt, ils ont balayé la totalité des arbres comme l'aurait fait un énorme rouleau compresseur. C'était des coupes d'amélioration? Ça, c'était une coupe de régénération. C'était la coupe d'ensemencement. D'accord. Voilà, on est dans une zone qui est beaucoup plus touchée, où le nombre d'arbres qui restent, par rapport à ce qu'on vient de voir, est beaucoup plus faible. Lors d'une tempête, les résineux, comme les sapins ou les épicéas, sont les premiers à souffrir. À cause de leurs racines peu profondes, ils sont plus fragiles. Pourquoi dans les zones de ce type, le vent a-t-il abattu tous les arbres, les résineux comme les feuillus, les grands comme les petits? La tempête passe, il y a des couloirs qui se créent, il y a des tourbillons qui se créent. Et là, c'est les chutes en cascade, en domino, en château de cartes, on pourrait dire, où là, tout ce qui est sur le couloir créé par le coup de vent tombe indistinctement. Donc des gros, des petits, des châtaigniers, des hêtres, ou tout ce qu'il y a en tout cas sur le parcours de ce couloir-là. Mais sur l'ensemble de la forêt, ce sont surtout les plus vieux arbres qui sont tombés. Ici, à Meudon, un tiers d'entre eux a été déraciné. Celui-ci avait au moins 150 ans. C'est un chêne, un gros chêne de la forêt de Meudon, comme on en a quand même quelques-uns, mais c'est effectivement dans cette type d'âge, de catégorie, de classe d'âge qu'on a eu pas mal de dégâts sur la forêt. Donc c'est des gros chênes qui avaient beaucoup de prise au vent, avec beaucoup de branches dans les cimes, dans les houppiers, et c'est dans ce type d'arbre a beaucoup souffert. Ce phénomène est général. Partout, ce sont les plus vieux arbres qui sont tombés massivement. Et c'est parfaitement normal. C'est même comme cela que les forêts se renouvellent. Les plus vieux tombent, laissant place et lumière aux plus jeunes. La tempête, elle, n'a fait qu'accélérer les choses. D'autant qu'aujourd'hui, la sylviculture privilégie justement les grands arbres. C'est ce qu'on appelle la futaie, ici à gauche. Celle-ci a remplacé le taillis, principal constituant des forêts au cours des siècles précédents. Avec son sous-bois et ses arbres bas, le taillis était beaucoup moins sensible au vent que la futaie. Ce n'est donc pas une catastrophe écologique puisqu'elle est naturelle. Il s'agit en revanche d'une catastrophe économique et surtout esthétique. Nous sommes dans le parc de Versailles. Ici, plus de 10 000 arbres sont tombés sur 200 000 au total. Exemple, ce géant de plus de 2 siècles. Eh bien, c'était l'un des plus vieux et certainement l'un des plus beaux, un cèdre planté lors de la création du jardin anglo-chinois, donc vers 1774, et tout comme des dizaines d'autres arbres de valeur botanique, il n'a pas résisté au vent. Et voilà, vous voyez ce qu'il en reste, malheureusement un tas de bois complètement écrasé. Ici, on a laissé tous les arbres vieillir. Normalement, à Versailles, on remplaçait les arbres tous les 100 ans. Or, dans ce secteur, les derniers grands abattages remontent à plus de 120 ans. La tempête vient de nous rappeler qu'un arbre n'est pas immortel. Et il faudra encore attendre une 50aine d'années pour que la forêt retrouve son état d'avant la tempête. Le bois est très utilisé en construction, mais quand on dit le bois, il faudrait plutôt dire les bois, car chaque essence a des caractéristiques bien particulières. Pour les connaître, il existe un laboratoire où tous les bois du monde sont littéralement torturés pour les faire parler. Quand il veut utiliser du bois, un architecte a le choix entre 10 000 espèces d'arbres, de la plus commune, le pin, au plus rare, comme le célèbre épée de la Bibliothèque de France. Pour mieux connaître les diverses espèces et leurs possibilités d'utilisation, les chercheurs du CIRAD leur font subir toute une série de tortures. Des 4 coins du monde, les arbres arrivent sous forme de troncs qu'il va falloir découper en petits échantillons. On commence tout simplement par les débiter en planches. Après, passage obligatoire au sauna, séchage et découpage en petits morceaux.
Premier test, la résistance aux plus terribles ennemis du bois, les termites. Les termites adorent le bois, mais en vrais connaisseurs, ils sont difficiles. Ils adorent certaines espèces et perdent tout appétit face à d'autres. Ce qui n'est visiblement pas le cas de cet échantillon de bois africain. Autre ennemi du bois, les champignons. Ici, on couche un petit morceau de bois sur un lit douillet de moisissures. Le tout est placé bien au chaud et on regardera dans quelques jours si le bois a su résister aux assauts de la moisissure. Résultat du test, pour l'échantillon à gauche, 20 sur 20. Pour celui à droite, mieux vaudra l'éviter dans un endroit humide. Cette machine, elle, teste la solidité du bois. C'est une grosse presse reliée à un ordinateur qui appuie sur une planche jusqu'à ce qu'elle casse. Mais la solidité n'est pas la seule qualité que l'on demande à un bois de charpente. Il faut aussi qu'il soit souple. Pour tester sa souplesse, les chercheurs le font vibrer et ils enregistrent la façon dont le son se propage. Un point important, connaître la densité du bois. Elle va beaucoup varier d'une espèce à l'autre. Démonstration. Je prends cet échantillon, je le pose dans mon récipient rempli d'eau, il flotte. Normal, c'est du balsa. Je prends le deuxième échantillon qui a le même volume, je le pose dans le récipient rempli d'eau, il coule. Ça alors, merci madame. Dernier point, la résistance à l'humidité. Elle dépend de la taille des pores du bois. Quand ils sont larges, comme sur ces échantillons, le bois absorbe l'humidité et se gorge d'eau. Résultat, il gonfle. En voilà un qu'il faudra éviter d'utiliser à l'air libre. Résultat de toutes ces recherches, le laboratoire dispose aujourd'hui d'une bibliothèque de 30 000 échantillons de bois provenant des 4 coins du monde. Celle-ci permet de conseiller un grand nombre d'utilisateurs, des architectes aux ébénistes. Mais aussi en amont, des forestiers qui veulent des informations sur les espèces d'une forêt qu'ils s'apprêtent à exploiter. Vous l'avez vu, ce laboratoire possède des informations sur la quasi-totalité des variétés de bois de la planète. En automne, les feuilles des arbres jaunissent et tombent. C'est tellement banal que personne ne s'étonne. Pourtant, comment les arbres s'aperçoivent-ils que l'on est en automne? Et pourquoi les feuilles éprouvent-elles le besoin de changer de couleur avant de tomber? Vous allez voir que, comme toujours, la nature est bien faite. Chaque année, les feuilles des arbres passent du vert de l'été au jaune ou au rouge de l'automne avant de tomber à l'arrivée de l'hiver. Pourquoi les feuilles meurent-elles ainsi et pourquoi changent-elles de couleur? Les feuilles jaunissent tout simplement parce que la couleur verte dominante en été disparaît progressivement en automne. Cette couleur verte est due à un pigment, la chlorophylle, qui se décompose lorsque la durée du jour diminue. Alors le fait que ce pigment disparaisse va progressivement à nouveau révéler cette couleur jaune qui est toujours présente pendant l'été, mais qui est masquée par le pigment qui est dominant, qui est la chlorophylle. La chlorophylle, c'est le pigment qui permet à la plante de récupérer l'énergie du soleil pour fabriquer de la matière organique. Quand il disparaît, ce sont donc les autres qui deviennent visibles. Mais pourquoi les feuilles tombent-elles ? Bien, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, en automne, les feuilles ne tombent pas à cause de l'effet du froid, mais tout simplement à cause de l'effet de la durée du jour qui diminue progressivement, donc au cours de l'automne. L'arbre va évidemment ressentir cette diminution de la durée du jour et mettre en place des systèmes qui vont rompre la cohésion qui existe entre la tige et l'arbre, qui se fait par cette tige qu'on appelle un pétiole. Il suffira alors d'un coup de vent pour que la feuille tombe. Pour cela, il s'est formé sur la branche, à la base du pétiole, un bouchon de liège imperméable. Ainsi, la feuille n'est plus alimentée par la sève, elle se dessèche et meurt. Maintenant que nous avons vu le comment, reste le pourquoi. Pourquoi, lorsque les jours raccourcissent, les arbres se débarrassent-ils de leurs feuilles? C'est une question de survie. Il faut savoir que les feuilles représentent la surface de transpiration privilégiée de l'arbre. C'est-à-dire que c'est par les feuilles que les arbres perdent leur eau. Or, qu'est-ce qui se passe? En hiver, le sol est très souvent gelé, ce qui fait que l'eau est très difficilement disponible pour l'absorption par les racines. Alors, si les feuilles restaient pendant l'hiver, on aurait très rapidement une déshydratation importante de l'arbre qui conduira à des dommages physiologiques importants.
S'ils gardaient leurs feuilles, les arbres se dessécheraient. Seuls les conifères ont trouvé la parade. Leurs feuilles sont réduites à l'état d'aiguille, ce qui limite la perte d'eau. Eux seuls restent verts en hiver. Donc les feuilles ne jaunissent pas, elles déverdissent. L'Australie est le pays des kangourous. Tout le monde a en tête l'image d'une femelle avec son petit sortant la tête de la poche marsupiale. Mais savez-vous qu'il existe une 60aine d'espèces de kangourous, dont des kangourous grimpeurs comme des écureuils, les kangourous arboricoles. Chaque année, leur habitat forestier rétrécit et la survie de ces animaux est menacée. Regardez. Les koalas, mais aussi les kangourous, les wombats ou les wallabies, tous les mammifères d'Australie appartiennent à un même ordre, celui des marsupiaux. N'étant pas en concurrence avec les autres familles de mammifères, ils se sont développés tout seuls sur ce continent isolé et ont colonisé tous les milieux. Résultat, on trouve en Australie 224 espèces de marsupiaux, depuis le kangourou, répandu sur tout le territoire, jusqu'à des animaux beaucoup plus rares. Direction des hauts plateaux sur la côte est de l'Australie, une région dont le climat va vous surprendre. Et oui, ici pour un peu, on se croirait dans les collines du Morvan au mois de novembre. Nous sommes sur les hauts plateaux des Atherton et nous approchons des plateaux d'Eveline. L'altitude est d'environ 900 mètres. Février, c'est la saison des pluies. Et comme vous pouvez le voir, c'est la pire des saisons. Cette forêt d'altitude, froide et humide, est pourtant le refuge du mystérieux kangourou arboricole. La plupart des mammifères arboricoles sont des animaux nocturnes. Et donc très difficile à observer. Il va falloir toute l'expérience d'un guide, comme John Munro, pour nous faire découvrir ces animaux rarissimes. À la nuit tombée, il faut s'équiper de torches puissantes pour continuer les recherches. Le kangourou arboricole ne fait que 30 cm et vit à plusieurs mètres de hauteur dans la partie supérieure de la forêt, la canopée. Ce soir, nous avons beaucoup de chance. Il a fallu plusieurs heures de recherche, mais en voici un. C'est une femelle kangourou arboricole. D'ici, on peut voir ses pattes. Elles sont plus courtes que celles du kangourou terrestre. Et voici l'autre marsupial qui occupe le même habitat, les branches de cette forêt. Lui aussi se fait rare, c'est le phalangère à queue annelée. Cette forêt est l'ultime refuge de ces deux animaux rarissimes en voie de disparition. Mais elle se rétrécit au fil des ans, et ces animaux qui se nourrissent exclusivement de fruits et de feuilles d'arbres dépériraient au milieu des pâturages. En plus, ils sont menacés par un autre facteur difficilement contrôlable, le climat. Nous sommes en effet dans la zone la plus froide de toute l'Australie. Ici, il fait 4 à 5 degrés de moins qu'au niveau de la mer. Voici plusieurs milliers d'années, quand le climat de la planète s'est réchauffé, ces animaux se sont réfugiés dans ces montagnes car ils ne peuvent survivre que dans un climat relativement frais. Si à la suite d'un réchauffement global de la planète, la température moyenne de cette forêt augmente, ne serait-ce que d'1 degré, ces animaux sont condamnés. 1 degré de plus et leur habitat sera réduit des 2/3 car ils vivent déjà au sommet de la montagne. 2 degrés de plus et c'est 95% de leur habitat qui risque de disparaître. Mais comme partout, un malheur fait des heureux. Et voici ceux qui profitent de la situation, les Tylogales apatrus. Ces petits kangourous habitent dans les clairières. Ils sont beaucoup plus nombreux et se reproduisent facilement. Quelques mètres au-dessus, les kangourous arboricoles se cachent dans les branches. Leur avenir est beaucoup plus incertain. En Australie, d'autres espèces arboricoles ont également vu leur habitat se réduire. Par exemple, les incendies répétés de forêts d'eucalyptus sont responsables de la disparition de nombreux koalas. Pas de Noël sans sapin. Chaque année, les Français en achètent 15 millions. Un énorme marché qui excite les convoitises et notamment celle des spécialistes européens, les Danois. Pour obtenir des sapins plus fournis, plus résistants, ils emploient les grands moyens. Un reportage de E=M6. Comme chaque année, les premiers sapins ont fait leur apparition sur les trottoirs et dans les magasins. Pas de Noël sans sapin. En France, cette année encore, il s'en vendra plus de 15 millions. C'est au Danemark que l'on trouve les plus gros producteurs de sapins de Noël.
Voici le seul laboratoire au monde exclusivement consacré à l'étude du sapin de Noël. 12 chercheurs y travaillent à plein temps pour mettre au point les variétés de demain. Les variétés et les traitements qui vont avec. Car, comme n'importe quelle plante, si on veut qu'un sapin pousse vite, il faut lui apporter des engrais. Dans ces parcelles expérimentales, tous les arbres ont été plantés il y a 12 ans. Ceux qui ont reçu des engrais atteignent 2 mètres de haut. Quant aux autres... Ces arbres n'ont reçu aucun traitement depuis 8 ans. C'est pour ça qu'ils sont restés si petits. Ils n'ont pas reçu de fertilisants, ils n'ont donc rien eu à manger et ça a quasiment stoppé leur croissance. L'objectif des chercheurs, c'est un sapin qui grandisse vite sans qu'il soit nécessaire de lui apporter beaucoup d'engrais. Mais attention, grandir vite ne veut pas dire grandir n'importe comment, sinon c'est la qualité qui en pâtit. Cet arbre-là a reçu des engrais, ce qui a eu pour effet d'espacer les nœuds sur le tronc principal. Le bon côté, c'est que l'arbre pousse vite et qu'il atteint rapidement sa taille de commercialisation. Mais l'inconvénient, c'est qu'il pousse si vite qu'il manque de branches. Sa qualité est vraiment mauvaise. Pour gagner du temps, les chercheurs ne se contentent pas de regarder grandir au fil des ans les nouvelles variétés qu'ils ont obtenues. Par exemple, pour savoir si un nouvel épicéa résistera aux hivers très rigoureux que subit le Danemark de temps à autre, ils enferment les jeunes pousses dans ce congélateur. À la sortie, en observant les tissus conducteurs de sève, on peut voir si les bourgeons ont souffert de la saison froide ou si, au contraire, ils donneront naissance à de nouvelles branches au printemps suivant. On peut voir que les bourgeons sont devenus marrons, presque noirs. Cela veut dire que les tissus sont véritablement abîmés, tout du moins autour du bourgeon. L'année prochaine, ce bourgeon ne pourra recevoir ni l'eau, ni les nutriments, il ne se développera pas. Un arbre comme celui-ci devra donc encore être modifié pour mieux supporter le froid. Car au final, ce que l'on veut, c'est l'arbre parfait. Une croissance rapide mais harmonieuse, un feuillage épais et des branches bien alignées. Ce que l'on veut obtenir, c'est que les branchages de l'arbre soient comme celui-là, beaucoup plus symétriques et à toutes les hauteurs du tronc. C'est vraiment cet arbre-là que nous recherchons. Mais attention, ces super sapins doivent d'abord conserver un aspect naturel. Le vrai Père Noël ne supporte pas les contrefaçons. Et cette année encore, vous aurez l'embarras du choix pour trouver le sapin de Noël parfait. L'Australie est un pays continent avec une faune et une flore que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais ses habitants ont des préoccupations qui ne sont pas très éloignées des nôtres. Par exemple, les feux de forêt qui surviennent chaque été. Voici comment, en Australie, les pompiers traitent le problème. L'Australie, c'est 14 fois la France. Dans ce pays continent, tout est démesuré. Cette forêt, par exemple, couvre plus de 2 fois la surface de la région Île-de-France. Nous sommes au sud-ouest de l'Australie, dans la forêt de Jarrah. Une forêt régulièrement victime des incendies. Malgré la vigilance des pompiers locaux, on en recense plus de 200 chaque année, avec pour conséquence des milliers d'hectares brûlés et des maisons détruites. Les pyromanes sont les premiers responsables de ces incendies, mais ils ne sont pas les seuls. La litière de feuilles sèches qui couvre le sol est elle-même tellement inflammable qu'elle peut s'embraser spontanément. Et regardez avec quelle facilité elle se met à brûler. Comment prévenir ces incendies? Comment les combattre avec plus d'efficacité? Pour le savoir, les pompiers australiens emploient une méthode surprenante. On attend un vent de sud-sud-est pour demain matin et de sud-ouest dans l'après-midi. Ce ne sera pas idéal pour brûler demain. Nous sommes à l'Agence australienne pour la protection du territoire. La question du jour, c'est quand faut-il mettre le feu à la forêt? Peut-être jeudi? Demain? Oui, demain, ça se présente mieux. Et effectivement, le lendemain, l'opération est lancée.
Nous sommes dans la salle de l'opération Vesta. Et aujourd'hui, nous allons brûler 7 parcelles sur la route Victoria. Vous l'avez compris, déclencher un incendie grandeur nature, voilà le moyen qu'ont trouvé les scientifiques et les pompiers australiens pour mieux connaître et combattre ce fléau de la forêt. C'est l'opération Vesta. 5, 4, 3, 2, 1. À l'heure H, les pompiers embrasent le sous-bois sur une centaine de mètres à l'aide de ces torches. L'expérience consiste ensuite à étudier la vitesse de propagation des flammes en fonction de la couverture de feuilles mortes, ce véritable combustible répandu au pied des arbres. Le feu part immédiatement. 4 or 5 meters up that tree. À toutes les stations d'observation, le feu vient d'atteindre la première ligne à 5 minutes et 15 secondes. Très vite, les flammes atteignent 8 mètres de hauteur. Les troncs s'enflamment comme des allumettes. La chaleur devient difficile à supporter. Nous avons allumé le feu depuis 17 minutes exactement, et les flammes ont déjà progressé d'une cinquantaine de mètres. Les vents sont tombés et ils sont nuls sur la parcelle. Et actuellement, la progression du feu est stoppée, car la chaleur de la zone brûlée attire les flammes vers l'arrière par convection. C'est l'une des caractéristiques du feu dans ces sous-bois très riches en feuilles mortes. Pour éviter tout débordement de l'incendie, l'opération est aussi surveillée depuis le ciel. Pas question que le feu se répande hors de la parcelle réservée à l'expérience. L'équipe d'intervention est en alerte et si on nous signale un départ de feu, elle va immédiatement l'éteindre. En attendant, au sol, le travail continue. L'équipe doit recueillir le maximum de données sur l'incendie, comme la température ou la vitesse du front de flamme. Pour cela, la veille de l'incendie, une équipe a préparé le terrain. La parcelle destinée à brûler a été minutieusement quadrillée par un réseau de piquets, reliés entre eux par des fils en nylon, ce qui permet de s'y retrouver comme sur une carte. Et les scientifiques ont placé des instruments de mesure dans tous les endroits stratégiques. Demain, dans ces trous, je vais enterrer des capteurs de température. Avec ces capteurs, nous pourrons ainsi mesurer en combien de temps les flammes vont arriver à ce point précis. À l'une des extrémités des fils du quadrillage, les chercheurs attachent un autre type de capteur. Lorsque les flammes coupent ces fils, ces capteurs se déclenchent, une autre manière de mesurer précisément la vitesse d'avancement des flammes. Démonstration. L'équipe dispose d'un dernier instrument pour analyser l'incendie. Bien à l'abri dans son caisson à l'épreuve du feu, cette caméra va enregistrer la progression des flammes sur 1 heure. Attention, voici pour la première fois un feu de forêt vu de l'intérieur. Bien sûr, nous avons accéléré le film. Le lendemain, l'équipe de l'opération Vesta retourne sur les lieux de l'incendie. C'est l'arbre 65. C'est l'un des arbres témoins que nous avons repéré sur la parcelle pour mesurer la quantité d'écorce qui brûle pendant l'incendie. Avant le feu, ces clous ont été plantés dans l'arbre. Après le feu, l'équipe revient, mesure l'épaisseur de l'écorce brûlée et la compare à un repère sur le clou qui a été gravé au niveau de l'ancienne écorce. C'est ce qui permet de déterminer quelle quantité d'écorce a brûlé. L'opération Vesta est en fait le prolongement scientifique d'une pratique courante depuis plus de 20 ans dans les forêts gigantesques de l'Australie occidentale. Le nettoyage du sous-bois par le feu.
Ici, la technique est différente. On n'allume que de petits foyers très dispersés afin d'éviter un incendie généralisé qui menacerait la cime des arbres. Et dès que la parcelle est débarrassée de son tapis de feuilles mortes, on éteint rapidement le feu. Mais la forêt de Jarrah est trop grande pour que l'on applique ce traitement sur toute sa superficie. Alors, grâce aux résultats de l'opération Vesta, les scientifiques australiens vont améliorer un outil unique en son genre, le logiciel SeirOfire. Un programme informatique qui permet de simuler en temps réel le comportement d'un incendie de forêt. Quelle direction va-t-il prendre en fonction de la nature du sous-bois, de la direction des vents et du relief? Très précis, ce logiciel a en mémoire la cartographie exacte du terrain. Mise à la disposition des pompiers grâce à un ordinateur portable, il leur permet d'anticiper les déplacements du feu et de protéger plus efficacement les habitations qui se trouvent sur son chemin. Le feu et le vent ne sont pas les seules menaces pour les forêts. Les conséquences de l'effet de serre, des pollutions atmosphériques ainsi que la déforestation inquiètent également les spécialistes. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur les arbres et la forêt, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. À très bientôt.